Il a prononcé ces mots comme s'il venait de lâcher une bombe de vérité qui allait me pulvériser sur place, elle n'a jamais vraiment été à toi. Il avait ce regard suffisant, l'un de ces sourires lents et satisfaits que seuls les lâches arborent lorsqu'ils pensent avoir volé quelque chose de valeur et qu'ils en sont fiers. Il m'a dit ça autour d'un café, mon café, dans ce petit bistrot parisien typique à 2 rues de mon bureau dans le 9e arrondissement, celui où j'avais l'habitude d'aller tous les vendredis avant de rentrer. J'avais proposé de le rencontrer là-bas parce que je voulais voir quel genre d'homme il pensait être. Il était exactement comme je l'imaginais, chemise ouverte un peu trop voyante, haut de colonne de niche hors de prix, et des phrases bien huilées répétées devant son miroir. Et pourtant, malgré tout ce brillant, il y avait ce relent de désespoir en dessous, il avait besoin de voir la réalisation sur mon visage, ce moment de choc, mais ce moment n'est jamais venu. J'ai juste souri et j'ai dit la seule chose pour laquelle il n'avait clairement pas répété de réponse, elle est maintenant entièrement ton problème. Cela l'a cloué sur place et son petit sourire a vacillé. Il a essayé d'en rire, me demandant si j'essayais de sauver la face ou de prétendre que ça ne faisait pas mal, mais à ce moment-là, je ne faisais plus semblant de rien. J'avais déjà traversé la tempête, j'avais vécu dedans, j'avais été trempé, foudroyé, et j'en étais ressorti sans la moindre cicatrice visible. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais au courant de leur liaison depuis 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 3 mois complets de silence et d'observation. J'avais trouvé les messages par hasard, ou peut-être par destin, quand le téléphone de Camille s'est allumé alors qu'elle était sous la douche. Pas de nom, juste un emoji flamme en aperçu. La curiosité l'a emporté et ce simple clic a ouvert une fenêtre que je ne pouvais plus refermer. J'ai tout lu, pas seulement les textos, mais les emails, les photos sauvegardées, les blagues partagées qui n'étaient pas les miennes, les surnoms ridicules, les longs fils de discussion sur leurs rendez-vous secrets dans des hôtels du Marais et leurs fantasmes de « et si ». Ce n'était pas juste une infidélité, c'était une double vie, un théâtre privé dans lequel j'étais le figurant ignorant chargé de tenir la caméra pendant qu'ils jouaient leur rôle en secret. Je n'ai pas confronté Camille car la confrontation implique de l'émotion et je ne voulais pas lui donner ça. J'ai arrêté d'acheter des fleurs chez le fleuriste du quartier le vendredi soir, elle n'a rien remarqué, j'ai sauté nos petits déjeuners du samedi matin en terrasse, elle a dit qu'elle était trop fatiguée de toute façon. Elle passait de plus en plus de temps à faire des courses, qui se terminaient par son retour à la maison les joues roses et le rouge à lèvres fraîchement réappliqué. J'ai joué l'idiot, j'ai souri au bon moment, j'ai hoché la tête quand elle racontait ses histoires clairement répétées mais mal jouées. Chaque semaine, je rassemblais ce dont j'avais besoin, copie des relevés bancaires, preuve de ses dépenses. J'avais vu le schéma bien avant qu'elle ne réalise que je n'en faisais plus partie. Puis est venue la soirée où elle a ri. Nous recevions quelques amis, les siens surtout, des gens que je tolérais pour elle. Je m'occupais du barbecue sur la terrasse pendant qu'ils sirotaient des cocktails et ricanaient sous les guirlandes lumineuses. J'ai saisi des bribes de conversation à travers la baie vitrée entr'ouverte, il avait plus de caractère avant, disait-elle assez fort pour que ça porte, maintenant il est juste là, comme un meuble qui paie les factures. La table a éclaté de rire. Elle ne savait pas que je me tenais dans l'ombre de l'encadrement de la porte, tenant un plateau de viande, figé. Ses yeux ont croisé les miens à travers la vitre et elle n'a pas bronché, n'a pas scié, elle a juste levé son verre pour porter un toast aux hommes silencieux et à leur utilité. C'était ça, c'était la goutte d'eau. Je n'ai pas jeté le plateau, je suis simplement retourné dans la cuisine, j'ai posé les steaks sur le plan de travail, je me suis lavé les mains et je suis sorti prendre l'air. Le lendemain matin, j'ai fait un petit sac, pas grand-chose, juste le nécessaire. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir de la cuisine à côté d'un mot qui disait simplement « n'appelle pas ». Il n'y a plus rien à discuter. Mais je n'avais pas fini, il me restait une dernière formalité. Son amant, Maxime, cet homme qui pensait m'avoir surpassé, méritait d'entendre ce que je pensais du prix qu'il venait de gagner. Alors je l'ai invité pour ce café. J'ai fait croire que je voulais tourner la page, que j'avais besoin de conseils pour lâcher prise. Je lui ai donné la scène. Il est arrivé en se pavanant, s'est assis en face de moi comme un héros conquérant prêt à recevoir ma reddition. Elle n'a jamais vraiment été à toi, a-t-il dit. Je n'ai pas scié, je me suis penché en avant, je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai dit doucement, presque comme un cadeau emballé de vérité, elle est maintenant entièrement ton problème. C'est là que je l'ai vu, la lueur de réalisation, l'ombre derrière ses pupilles, le doute, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et Camille, elle était à la maison, recroquevillée sur le canapé, riant probablement d'un mème qu'il lui avait envoyé, pensant qu'elle nous menait tous les deux par le bout du nez.
Elle ne savait pas que j'étais déjà parti, et le meilleur, c'est qu'elle ne comprendrait pas avant qu'il ne soit bien trop tard. Je ne suis pas retourné à la maison, pas après le café, pas après cette phrase finale, même pas pour clore le chapitre. Je n'avais aucun intérêt à la voir jouer la confusion, la colère ou la blessure. J'avais déjà vu assez de ses performances. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au moment où elle trouverait la maison à moitié vide, la voiture disparue et le compte joint clôturé, j'étais déjà ailleurs, non pas en fuite, mais simplement passé à autre chose. Et tandis qu'elle passait probablement cette première soirée à penser que c'était une bouderie dramatique, j'imagine qu'elle a commencé à réaliser que quelque chose clochait quand le silence n'a pas été brisé, quand la porte d'entrée ne s'est pas ouverte. 3 jours ont passé avant qu'elle n'appelle. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. Au lieu de ça, j'ai regardé la tempête commencer. Ça a débuté petit, un message d'elle, tu vas sérieusement m'ignorer? Puis un autre, on peut parler? C'est gamin. J'ai ignoré les deux. Au 4e jour, le ton a changé, j'ai besoin que tu reviennes, il y a des choses que je ne comprends pas, on doit régler ça. Il n'y avait rien à régler. J'avais fait les calculs. La fondation financière qu'elle tenait pour acquise avait disparu. J'avais déjà détourné les paiements automatiques que je faisais sur ses cartes de crédit et coupé son accès à tous les comptes à mon nom. Les charges étaient encore actives pour l'instant, mais la maison était à mon nom et j'avais déjà lancé la procédure légale via mon notaire pour la vendre. Elle n'était techniquement qu'une invitée à ce stade, vivant dans un lieu qu'elle supposait appartenir à nous deux. C'était la première fissure, mais ce n'est pas celle qui a fait s'effondrer la maison. Non, ça s'est venu quand son nouveau partenaire, Maxime, a commencé à réaliser ce dont il avait réellement hérité. Je ne sais pas exactement quand elle a emménagé chez lui. Ça a dû être peu après mon départ, peut-être même ce premier week-end. Elle pensait probablement prouver qu'elle retombait sur ses pieds. Et lui, encore ivre de nouveautés, l'a probablement accueilli à bras ouverts, nouveau drap, dîner, rire. Mais ensuite est venu le poids de la réalité. La vérité sur les gens comme Camille, c'est qu'ils ne brillent que lorsque quelqu'un d'autre fait le sale boulot. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas. Elle ne mettait pas d'argent de côté. Elle se plaignait. Elle exigeait de l'affection comme si c'était une taxe due, et l'affection était la seule monnaie que Maxime n'était pas habitué à payer en gros. Je le savais non pas parce que je prenais des nouvelles, je n'avais pas à le faire, c'est lui qui m'a contacté. Ce fut le moment le plus satisfaisant de tous. Un email a atterri dans ma boîte de réception, court et penaud, salut mec, on peut parler? Je l'ai laissé non lu pendant 2 jours, puis je l'ai ouvert, pas par curiosité, mais parce que je voulais savoir à quelle vitesse sa confiance s'était fissurée. Il écrivait sur ses difficultés d'adaptation, demandait si elle avait toujours été aussi difficile émotionnellement. Il disait qu'il avait l'impression qu'elle traitait encore les choses et n'était pas sûr de ses attentes. Le ton était civil. Ça me disait tout, il se noyait, et pas à cause de moi, pas parce que je lui avais fait quoi que ce soit. Non, il suffoquait parce qu'il avait plongé tête la première dans un fantasme qui s'est avéré être rempli de pierres. Et maintenant, chaque sourire qu'elle lui donnait avait un prix, chaque baiser ressemblait à une monnaie d'échange, chaque conversation devenait une performance subtile avec des attentes qu'il n'avait jamais accepté de satisfaire. J'ai répondu juste une fois. J'ai écrit, tu pensais que j'étais l'idiot. J'envie cette version de moi maintenant. Elle a essayé de me contacter à nouveau. Cette fois, les messages ont changé, tu me manques. On peut juste se parler face à face? S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Erreur? Il lui a fallu des semaines pour utiliser ce mot. Je me demandais ce qui l'avait finalement forcé à le taper. L'inconfort de la réalité? Le vide des matins sans public? Quoi que ce soit, ce n'était pas de l'amour, c'était un effondrement. Ses amis ne m'ont pas contacté, pas une seule, ce qui me disait exactement comment elle avait raconté l'histoire. Elle s'était probablement peinte comme incomprise, abandonnée, victime d'un mari qui ne s'était pas battu pour elle. Mais le silence a une façon d'exposer les gens. Quand je ne me suis pas montré pour me défendre, il n'y avait pas de théâtre à blâmer, pas de chaos à pointer du doigt, juste l'absence d'un homme qui portait autrefois tout le spectacle. D'après ce que j'ai entendu plus tard, de seconde main, sans l'avoir demandé, certaines de ses amies ont commencé à s'éloigner. Pas de façon dramatique, pas en protestation, juste lentement, tranquillement, comme des gens qui reculent devant quelque chose dont ils ne veulent plus faire partie.
Je m'en fichais. Elle n'allait pas abandonner sans essayer de réécrire la fin, les gens comme elles ne le font jamais. Et quand ce message final est arrivé, on peut se voir? J'ai dit oui, parce qu'elle pensait encore que je jouais aux échecs. Elle n'avait pas encore réalisé que j'avais déjà quitté le plateau de jeu. Nous avons convenu de nous rencontrer un mercredi après-midi. Terrain neutre, un café public, le même où j'avais rencontré son nouvel homme des semaines plus tôt. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, la boucle était bouclée à l'endroit où la vérité avait été dite à voix haute pour la première fois. Je suis arrivé en avance comme je le faisais toujours. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais je ne les avais pas amenées par sentimentalisme. Elle était en retard, bien sûr. Elle est entrée avec cette même posture confiante qu'elle réservait aux soirées et aux apparitions publiques, coiffure impeccable, regard perçant. Mais l'illusion était fissurée. Je l'ai vue à la façon dont elle a scanné la salle avant d'approcher, comme quelqu'un qui n'est pas sûr si des applaudissements vont venir ou non. « Salut », a-t-elle dit en prenant le siège en face de moi comme s'il était encore le sien. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. C'était étrange comme la familiarité peut s'évanouir rapidement. Le visage que j'avais embrassé chaque matin ressemblait maintenant à quelque chose d'usé par trop d'expressions, la plupart étant des mensonges. Son sourire était répété, mais en dessous, il y avait quelque chose de fragile. Elle a joint ses mains, a expiré, « Je sais que tu me détestes probablement. » J'ai haussé un sourcil, c'était son entrée en matière. Elle a continué, « J'ai juste. J'ai eu le temps de réfléchir et les choses ne sont pas comme je pensais qu'elles seraient. Je croyais savoir ce que je voulais, mais tout a tourné différemment. » Quel mot commodément vague pour décrire un désastre. Je n'ai pas répondu, alors elle a insisté, « Il n'est pas écoute, je ne suis pas là pour parler de lui. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. » Bien sûr que non, parce que si elle commençait à le blâmer, elle devrait admettre qu'elle l'avait choisi. Que chaque mensonge qu'elle m'avait raconté, chaque coup d'œil sournois à son téléphone sous la table du dîner, c'était pour quelqu'un qui ne pouvait même pas porter le poids de son chaos. Ce qu'on avait me manque. Celle que j'étais avec toi me manque. Je me suis adossé, laissant sa main flotter dans l'espace entre nous, sans réponse. C'est pratique, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Je veux dire, ai-je continué, quand tout était confortable, j'étais un ennui, un personnage d'arrière-plan. Mais maintenant que la tempête a ravagé ta petite île fantastique, tu veux le type qui tenait le parapluie. Sa bouche s'est ouverte, elle n'était pas prête pour ce ton. Elle était venue en s'attendant à de la chaleur ou de la colère, n'importe quoi d'émotionnel, quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Mais je ne lui ai rien donné à quoi se raccrocher. Je ne m'attendais pas à ce que les choses s'effondrent, a-t-elle dit. Je pensais que ce serait différent. Tu pensais que ce serait plus facile, ai-je corrigé. Tu pensais que changer les meubles changerait l'ambiance de la pièce. Elle a tressailli, juste légèrement. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle ajouté. Tu ne m'as pas fait de mal, ai-je dit calmement. Tu t'es disqualifié. Ça a porté. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de réel passer sur son visage. Pas de colère, pas de diversion, pas d'amusement suffisant, juste une reconnaissance fugace et vacillante de ce qu'elle avait fait, et qu'elle ne pouvait pas défaire. Je lui ai laissé un moment pour encaisser. Puis j'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai posé une grande enveloppe sur la table entre nous. Ses yeux se sont braqués dessus. Elle n'y a pas touché. C'est quoi? De la documentation, ai-je dit. Juridique, financière, personnelle. Chaque pont que je devais brûler est déjà brûlé. Chaque porte que je devais fermer est déjà verrouillée. Sa voix a tremblé légèrement, tu es vraiment allé jusqu'au bout de tout ça? J'ai commencé le jour où tu as commencé à lui envoyer des textos de bonne nuit au lieu de moi. Elle a détourné le regard. Je voyais bien qu'elle voulait dire que c'était plus compliqué que ça, qu'il y avait des sentiments impliqués, de la confusion, mais elle savait au fond que je ne goberais pas ça. J'avais dépassé ses explications. Elle comptait quand je croyais encore en nous. Maintenant, ce n'était que des échos dans une pièce que j'avais déjà quittée. Son téléphone a vibré sur la table. Elle l'a ignoré. C'est lui? Elle a hésité. Ouais. J'ai hoché la tête. Dis-lui merci pour le service. Quoi? Tu lui as tendu une grenade dégoupillée. Et maintenant c'est lui qui doit la porter jusqu'à ce qu'elle explose.
Son calme s'est brisé alors. Pas entièrement, mais j'ai vu les bords glisser. Ses mains s'agitaient. Elle ne jouait plus la comédie, elle se décomposait. Je pensais faire ce qui me rendait heureuse, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, tu faisais ce qui te donnait un sentiment de puissance. Le bonheur n'était que l'excuse. Un silence a suivi. Épais, lourd, inconfortable pour elle, pas pour moi. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle dit finalement. C'est la première chose honnête que tu dises depuis ton arrivée, ai-je répondu. Elle m'a regardé, les yeux bordés de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Sa fierté s'accrochait encore au bord de la falaise, ne réalisant pas que le sol s'était déjà dérobé. Je voulais m'excuser. Alors fais-le, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-elle dit enfin. J'ai été égoïste et j'ai été stupide et j'ai jeté quelque chose qui comptait vraiment. J'ai laissé les mots flotter là. Je ne me suis pas précipité pour les accepter. Je n'ai pas prétendu qu'ils réparaient quoi que ce soit. C'était des mots, c'est tout. Elle a tendu la main vers l'enveloppe, mais je l'ai doucement glissée plus près de moi. Je te la donnerai quand je partirai, ai-je dit. Pas avant. Pourquoi? Parce que c'est le moment où cette conversation se termine. Et tu n'es pas encore prête pour ça. Et elle ne l'était pas. C'était évident. Mais moi, je l'étais. Je l'étais depuis longtemps. Elle n'a pas parlé pendant un long moment après ça. Elle est restée assise là, en face de moi, semblant rapetisser à vue d'œil. La même femme qui me dominait autrefois avec mépris, qui levait les yeux au ciel à mes questions. Elle rétrécissait maintenant comme un ballon qui se dégonfle sans bruit, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des regrets froissés et le contour de quelque chose qui avait de l'importance. Elle fixait la table. Je pouvais voir son pouls battre sous la peau de son cou. Elle n'était pas habituée à cette version de moi, cette patience froide. Elle avait toujours compté sur mon empathie pour la sauver, sur ma volonté de porter le fardeau de ses erreurs, de la raisonner quand elle grimpait volontairement sur des falaises. Mais cette fois, il n'y avait pas de sauvetage. Tu n'as même pas l'air en colère, a-t-elle murmuré. Je ne le suis pas, ai-je répondu. J'ai enterré tout ça il y a des mois. Elle s'est mordu la lèvre et a hoché la tête lentement comme si elle comprenait, bien que je doutais qu'elle le fasse vraiment. Elle pensait toujours que les émotions étaient le feu qui maintenait les choses en vie. Mais elle n'a jamais saisi que la froideur, le détachement complet et véritable, était ce qui signalait réellement la fin. Je n'arrête pas de penser à toutes les choses que j'ai dites, a-t-elle commencé, essayant de pêcher quelque chose, peut-être une reconnaissance. Toutes les façons dont j'ai essayé de justifier ça. Je n'ai pas répondu. Ces répliques étaient mémorisées. Les justifications répétées à mort. Je voulais me sentir vivante, a-t-elle continué. Je me disais que tu avais changé, que tu étais trop calme, trop prévisible. J'ai eu un petit rire, court et sec. Tu veux dire que je n'étais pas assez dramatique pour te divertir? Son visage s'est figé, mais elle n'a pas nié. Et ça, ironiquement, c'était le premier pas vers quelque chose ressemblant à de l'honnêteté. Je crois que j'avais besoin de détruire quelque chose, a-t-elle dit doucement, juste pour avoir l'impression d'avoir encore du pouvoir. Tu n'as pas juste détruit quelque chose, ai-je dit. Tu as détruit la seule personne qui se serait interposée entre toi et l'effondrement de tout le reste. Elle a levé les yeux alors, humides mais pas encore brisés. Je pouvais le voir, la prise de conscience grandissante que ce n'était pas seulement à propos de me perdre, moi. C'était à propos de perdre l'abri que j'avais silencieusement construit autour d'elle pendant des années. Est-ce que tu me hais encore, a-t-elle demandé. La haine demande de l'énergie, ai-je dit. Je réserve ça aux gens qui comptent. Elle a tressailli. Parce que c'était définitif. Il y a eu un moment de silence assez long pour que le bruit ambiant du café devienne intrusif, cliquetis des tasses, conversation basse, un barista appelant un nom. Nous étions tous les deux assis là, entourés de normalité, tandis que les restes de notre vie commune s'effondraient silencieusement entre nous. Tu pourrais me ruiner, a-t-elle dit. Je sais que tu as les textos, les relevés bancaires, la chronologie. Je n'ai pas besoin de te ruiner, ai-je dit calmement. Tu feras ça toute seule. C'est laquelle a commencé à pleurer. Pas le genre dramatique et manipulateur qu'elle avait utilisé par le passé. J'ai fait une énorme erreur, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je corrigé.
Tu en as fait des douzaines. Celle-ci s'avère juste être celle qui a tout terminé. Elle a couvert son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient et pour la première fois je n'ai rien ressenti, aucune culpabilité, aucun désir de tendre la main, juste de l'immobilité. Et puis, comme une horloge, son téléphone a vibré à nouveau. Elle y a jeté un coup d'œil, puis l'a posé face contre table. Cela seul me disait ce que j'avais besoin de savoir. Il ne veut plus de ça, a-t-elle admis. Bien sûr qu'il ne voulait plus. Il avait eu la vraie Camille, égoïste, sans but, épuisante. Il avait vu derrière le costume et maintenant il voulait sortir. Il s'éloigne depuis des semaines, a-t-elle ajouté. Il dit qu'il a besoin de temps, d'espace, que je ne suis pas celle qu'il croyait. J'ai juste hoché la tête comme un homme qui avait lu le dernier chapitre bien avant que quiconque n'y arrive. C'est drôle comme ça marche, ai-je dit. Tu trompes avec un homme qui ne te connaissait pas. Puis tu blâmes celui qui te connaissait. Elle a essuyé ses yeux avec des doigts tremblants. Je ne veux pas tout perdre, a-t-elle dit. C'est déjà fait, ai-je répondu. Elle a grimacé comme si je l'avais giflé, mais mon ton n'avait pas changé. Il était neutre, net, comme un homme récitant un bulletin météo mémorisé il y a des semaines. S'il te plaît, a-t-elle dit. Il doit y avoir quelque chose qui reste. Une façon de reconstruire. Il y en a une, ai-je dit. Mais pas avec moi. Sa bouche est restée légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'est venu. Pas même une protestation. Au fond, elle savait que ce n'était pas une question de réparer quoi que ce soit. C'était la dernière page. Elle a tendu la main vers l'enveloppe à nouveau. Cette fois, je l'ai laissé la prendre. À l'intérieur se trouvaient les copies de chaque clôture de compte, l'avis formel de mise en vente de la maison, les papiers juridiques annulant chaque obligation commune que nous avions. J'avais même inclus un petit cadeau inattendu, une vieille photo de nous, pas pour être sentimental, mais pour lui rappeler qu'autrefois quelque chose de réel avait vécu entre nous, et qu'elle l'avait tué. Elle a ouvert l'enveloppe, l'a parcourue, puis a levé les yeux bordés de rouge. Tu as vraiment pensé à tout, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, juste à l'essentiel. Je me suis levé alors. Résolu. Fini. Prends soin de toi, ai-je ajouté. Elle a tendu la main instinctivement, mais j'ai reculé. Sa main a flotté dans l'air une seconde avant de retomber dans le vide. Ça va aller, a-t-elle dit comme pour se convaincre elle-même plus que moi. Je l'espère, ai-je dit. Parce que même si je ne m'en souciais plus, je ne souhaitais pas sa destruction. Je voulais juste sa distance. Et puis je suis parti. Elle ne m'a pas poursuivi. Pas ce jour-là, pas le suivant, pas dans les semaines qui ont suivi. Mais le silence qu'elle a laissé derrière n'était pas la paix. C'était juste un vide qu'elle ne savait plus comment remplir. Je pense qu'elle a supposé qu'elle aurait plus de temps. Que je reviendrais. Que je ferais ce que je faisais toujours, attendre, pardonner, négocier. Mais elle n'a jamais compris que certaines fins n'explosent pas. Elles s'évaporent complètement sans fumée ni avertissement. Après être sorti de ce café, je ne me suis jamais retourné. Je n'ai pas jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je ne me suis pas demandé si elle me regardait partir. Mon chapitre avec elle était clos si proprement, si définitivement, que même les souvenirs commençaient à ressembler à de la fiction, comme si je me rappelais une histoire que quelqu'un d'autre avait vécue. J'ai déménagé de la ville le mois suivant. J'ai trouvé un endroit plus calme, pas pour fuir, mais pour recommencer quelque part sans carrefour familier ou écho fantomatique dans chaque rayon de supermarché. Un nouvel appartement, un travail différent, une vie qui n'incluait pas de m'expliquer ou de répondre à des questions que j'avais déjà enterrées. Elle a essayé à nouveau, finalement. Un message a glissé vers mon nouveau numéro d'une manière ou d'une autre. Peut-être via un vieux contact. Peut-être qu'une de ses tentatives a trouvé une faille. Il disait simplement, est-ce que ce qu'on avait te manque parfois? Je n'ai pas répondu. Que étais-je supposé regretter? La solitude de dormir à côté de quelqu'un qui me prenait secrètement en pitié. Non, elle ne demandait pas après ce que nous avions. Elle pleurait la sécurité qu'elle avait perdue. Le miroir que je tenais autrefois et qui la faisait se sentir comme la personne qu'elle prétendait être. Et maintenant, avec le monde réel n'offrant aucun confort de ce genre, l'homme qu'elle avait l'habitude d'exploiter lui manquait. J'ai effacé le message. Ce que je n'ai pas effacé,
ce sont les rappels que j'avais soigneusement laissés derrière pour elle. Vous voyez, quand j'ai emballé mes affaires et préparé ma sortie, je ne faisais pas que le ménage. Je façonnais les conséquences. J'avais pris des dispositions pour que l'agent immobilier gère complètement la vente de la maison. L'acheteur a fait une offre en dessous du prix, mais je n'ai pas négocié. Je voulais que ça parte vite. Mon nom serait effacé de chaque document qui me reliait à son monde. Elle devrait soit apprendre à nager seule, soit se noyer en essayant de s'accrocher à une vie qui ne voulait plus d'elle. Son amant n'a pas duré longtemps. D'après ce que des connaissances communes ont laissé entendre nonchalamment bien que jamais directement, car j'avais été clair sur le fait que je ne voulais pas de ragot, il a déménagé en moins de 2 mois. Il disait qu'elle était trop intense, trop imprévisible. Un ami m'a dit qu'il avait utilisé le mot « vampirisante ». Un autre a dit qu'il avait raconté à quelqu'un lors d'une fête, elle est venue avec plus de bagages que je ne le pensais, et la plupart étaient les siens. Elle a essayé de le contacter lui aussi, apparemment. Une série de messages émotionnels. Des supplications, puis des menaces. Puis le silence. Quand l'automne est arrivé, elle était seule. J'ai entendu dire qu'elle avait commencé une thérapie. C'était probablement la décision la plus intelligente qu'elle ait prise depuis des années parce qu'elle avait besoin de comprendre pourquoi elle avait détruit la chose même qu'elle avait autrefois supplié d'avoir. Et moi? Juste le processus lent et délibéré de redécouvrir qui j'étais quand je n'étais pas réduit à être le distributeur émotionnel ou le bouc émissaire romantique de quelqu'un. J'ai repris la randonnée. J'ai recommencé la photo. J'ai même rejoint un club de lecture parce que je voulais des conversations qui n'étaient pas transactionnelles. Pour la première fois depuis des années, je n'avais rien à expliquer, rien à défendre, rien à prouver. Elle restait une ombre, pas une ombre hantée, juste une forme dont je m'étais éloigné. Je l'imaginais parfois, pas par nostalgie, mais par curiosité. Je me demandais si elle avait jamais vraiment compris ce qu'elle avait perdu. Pas seulement moi, mais la version d'elle-même qu'elle aurait pu devenir si elle avait choisi différemment. Et puis un après-midi, des mois après tout ça, je l'ai vue par hasard à la gare Montparnasse. Je passais par là, en retard pour une réunion. Elle se tenait près d'un banc, regardant son téléphone, les cheveux attachés, vêtue simplement. Elle avait l'air fatiguée. Pas le genre de fatigue qui vient du manque de sommeil, mais le genre qui vient du fait de mener une guerre qu'on a déclenchée mais qu'on ne pouvait pas gagner. Elle ne m'a pas vu. Ou si elle m'a vu, elle ne l'a pas montré. Je ne me suis pas arrêté. Je suis juste passé devant elle comme on le fait avec quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Une vie qui ne vous suit pas dans celle que vous vivez maintenant. Et à la fin, c'était la partie la plus inoubliable. Pas la confrontation, mais le calme qui a suivi. Son souffle s'est coupé à mi-chemin entre un ricanement et un sanglot, réalisant trop tard que l'homme dont elle se moquait autrefois n'était plus le sien à blesser et ne le serait plus jamais, parce qu'elle n'a jamais vraiment été à moi, et maintenant, elle n'était plus à personne.